un royaume caché, complètement libre et indépendant, au beau milieu d'une colonie esclavagiste. C'est l'histoire incroyable et pourtant bien réelle du marronnage à La Réunion. On parle de près de 2 siècles de résistance, là-haut, dans les montagnes de l'île. Tout commence avec un seul mot, marron. Alors ce mot, il vient de l'espagnol cimarrón. Et à l'origine, figurez-vous qu'il désignait les animaux domestiques qui s'étaient échappés pour retourner à l'état sauvage. Il faut s'arrêter une seconde là-dessus. L'origine même du mot nous plonge dans la violence d'un système qui déshumanisait les gens au point de les comparer à du bétail en fuite. Et ce phénomène, attention, il est loin d'être anecdotique. Pendant 185 ans, c'est une véritable contre-société qui s'est organisée dans les hauteurs de La Réunion. Une sorte de nation cachée, qui a été bâtie par des femmes et des hommes qui avaient fait le choix de la liberté. Alors pour bien comprendre cette histoire incroyable, on va d'abord suivre les premiers pas de cette fuite vers la liberté. Ensuite, on va découvrir comment ils ont bâti ce qu'on appelle le royaume de l'intérieur. Après, on verra la traque terrible dont ils ont été victimes, puis comment cette histoire, longtemps oubliée, refait surface aujourd'hui. Et on terminera en se posant des questions sur l'héritage qu'elle nous laisse. Cette quête de liberté, elle commence dès le tout premier jour. Vraiment. Dès que les premiers navires débarquent, les premiers esclaves, les premières évasions ont lieu. C'est immédiat. Quand on regarde cette chronologie, on comprend un point qui est absolument essentiel. Le marronnage, ce n'est pas un événement ponctuel. C'est une constante. De l'arrivée des tout premiers esclaves en 1663, en passant par l'explosion de la traite pour la culture du café en 1715, et ce jusqu'à l'abolition en 1848, la fuite vers les montagnes a été une réalité de tous les instants. Une résistance permanente. Bon, mais fuir, ce n'est que la première étape. La grande question, c'est comment est-ce que ces individus, isolés au départ, ont fait pour s'organiser? Comment passe-t-on de la simple survie à la construction d'une véritable société, là-haut, dans les montagnes? On peut voir cette évolution, de manière très concrète, dans leur habitat. Au début, ils construisent des ajoupas. Ce sont des abris assez précaires, faits pour être abandonnés en un clin d'œil. Mais petit à petit, ils se mettent à bâtir des maisons en bois, plus solides, plus permanentes. Le message est super clair. Ils ne sont plus seulement en train de fuir, ils s'installent. Ils construisent un foyer, une communauté. C'est un véritable défi lancé au pouvoir colonial. Et il ne faut pas s'y tromper, on ne parle pas de simple campement de fortune, non, on parle d'un véritable royaume de l'intérieur. En s'inspirant de leurs origines africaines et malgaches, les Marrons ont recréé une société très hiérarchisée, avec des rois, des reines, des capitaines, bref, toute une organisation politique et militaire qui était capable de tenir tête au pouvoir en place. Et pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, il faut savoir que certains de ces camps abritaient jusqu'à 200 personnes. À l'échelle de l'île de l'époque, ce n'est plus un petit groupe d'individus isolés, c'est une véritable ville cachée, parfaitement organisée et autonome. Évidemment, ce contre-pouvoir qui grandit au cœur même de l'île, ça devient vite une menace intolérable pour les colons. Et la réponse, elle ne se fait pas attendre. La traque est officiellement lancée. La réponse du pouvoir colonial est d'une brutalité sans nom. C'est le roi de France lui-même qui autorise la chasse aux marrons. Des milices sont créées, des primes sont offertes pour chaque capture, mort ou vif. La violence n'est plus un acte isolé, elle devient une politique d'État. Mais face à cette chasse à l'homme, les Marrons ne sont pas du tout des proies passives. Ils s'organisent en vrais stratèges militaires. Ils fortifient leurs villages, ils utilisent des chiens pour donner l'alerte, ils mènent des raids pour voler des armes et des outils. Mais le plus impressionnant, c'est sans doute leur système de communication. Tout un réseau de messagers et de codes secrets laissés sur les arbres qui permettaient de relier les camps entre eux et de coordonner la résistance à grande échelle. Une épopée pareille, et pourtant, pendant des dizaines d'années, cette histoire est restée dans l'ombre. Alors comment est-ce qu'un pan aussi important de l'histoire de la Réunion a pu être en quelque sorte oublié? Et comment, aujourd'hui, est-on en train de le redécouvrir? Eh bien, cette redécouverte, elle est en fait très récente. Même si les universitaires ont commencé à s'y intéresser dans les années 60, il a fallu attendre 1998 et la commémoration de l'abolition pour que le sujet prenne vraiment de l'ampleur à La Réunion. Et puis il y a eu des événements un peu inattendus, comme un cyclone qui a mis au jour des squelettes en 2007, et enfin la création d'un service archéologique en 2010. Tout ça a donné aux chercheurs les moyens de creuser ce passé enfoui. Et c'est là qu'on tombe sur une ironie de l'histoire assez incroyable. Nos sources d'informations principales sur la vie des Marrons, elles proviennent de leurs chasseurs. Pour toucher leurs primes, les chasseurs devaient rédiger des rapports très détaillés sur les camps, les armes, l'organisation. Sans le savoir, les archives de la répression sont devenues la bibliothèque de la résistance. Mais au-delà de l'histoire pure et dure, qu'est-ce qu'il reste de ce royaume dans la Réunion d'aujourd'hui? Et quelles sont les questions fascinantes qui demeurent? L'héritage le plus visible, il est gravé dans la géographie même de l'île. Il suffit de lever les yeux vers les montagnes. Les cirques, les pitons, les forêts, beaucoup portent encore les noms des chefs marrons, de leurs camps, de leurs lieux de bataille.
En fait, la carte de la Réunion est une sorte de mémorial à ciel ouvert, un hommage permanent à cette histoire de résistance. Mais il reste une question fondamentale, une question vraiment vertigineuse. Dans ces camps libres, des enfants sont nés. Nés de parents fugitifs, d'accord, mais nés sur une terre libre qu'ils n'avaient, eux, jamais fui. Alors leur statut, c'était quoi? Étaient-ils considérés comme libres de naissance? Ou est-ce qu'aux yeux de la loi coloniale, ils restaient la propriété du maître de leurs parents? C'est une question sans réponse claire et qui nous force à nous interroger sur ce que ça veut dire, au fond, naître libre.